Du capitalisme, pour comprendre les mécanismes qu'il met en œuvre aujourd'hui, comment on se saisit de ces différentes questions? Est-ce qu'on anticipe ou est-ce qu'on subit? Est-ce qu'il s'agit de questions techniques ou de questions politiques? Ça a été abordé. La transformation ou la suppression du travail salarié. Et on souhaiterait surtout que la réflexion parte du vécu, de la situation dans les entreprises, pour qu'on aborde les enjeux et les réponses syndicales. Donc la parole est à vous. Vendre les salariés qui leur coûtent cher, puisque finalement c'est nous qui coûtons trop cher, les créateurs de richesse. Donc en nous vendant, ils gardent quand même le bénéfice qu'il y a dans les magasins, mais s'enlèvent toute charge de masse salariale. Donc ça c'est nouveau, c'est nous ce qu'on subit aujourd'hui et c'est ce qui est, je pense, ce qui sera demain, c'est la réalité finalement du capitalisme d'aujourd'hui dans la grande distribution. Alors chez nous, je parle de Carrefour, parce qu'à Casino, on voit bien que par contre, Casino, c'est du tout automatisé. Mais en tout cas, Carrefour, eux, ont pris la décision de faire tout autre chose et finalement de se séparer de la masse salariale pour concurrencer, comme tout à l'heure tu disais aussi, Amazon, et partir dans du e-commerce. Donc voilà, on en finit finalement avec le salarié. En fait, finalement, ils ne dépensent plus d'argent pour nous tout en continuant finalement à renflouer leur caisse. C'est vraiment ça, ils ont trouvé la bonne solution. Je pense que les actionnaires l'année prochaine vont s'enrichir encore plus que cette année. Très bon exposé qui nous a été fait là. Maintenant, mon vécu, ce que je vis sur le terrain tous les jours, donc je suis au niveau de l'Arsenal de Toulon. Alors j'ai deux périmètres différents. J'ai le périmètre industriel avec Naval Group, qui représente un peu plus de 2000 salariés, et un périmètre étatique avec toutes les directions centrales et qui peuvent les employeurs étatiques qu'on peut avoir, qui représente un peu plus de 6200 salariés. Donc ça fait un périmètre qui approche les 9000. Alors il y a le capitalisme, d'accord, mais le gros souci qu'on rencontre syndicalement sur le terrain depuis quelques années, c'est l'ignorance des salariés qui arrivent sur le monde du travail et qui n'ont pas de conscience politique et qui n'ont pas de conscience syndicale. Et ça vient malheureusement du système éducatif. Moi, je me souviens que j'étais jeune à l'école, j'avais les cours d'instruction civique, je savais comment on a eu les congés payés, je savais comment on a eu la sécu, je savais comment on m'apprenait à l'école les luttes. Pour revenir sur le télétravail, alors il y a deux types de télétravail. Il y a le télétravail qu'on a appelé Covid, sanitaire, qui a été fortement prôné par la CGT dans toutes les instances pendant la crise sanitaire forte, parce que pour nous c'était un moyen de protéger les salariés, tout simplement. Alors c'était télétravail, travail à domicile, peu importe comment on l'appelait, mais bon, c'était surtout pour que les salariés ne soient pas présents sur site. Ça, c'était une chose. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le télétravail normal et pérenne. Alors il faut savoir que moi, sur ma fédération, la FNTE, on a signé le protocole d'accord de télétravail qui nous a été proposé parce que 98% des revendications de CGT ont été prises en compte. C'est-à-dire que tout ce que Alain a pu dénoncer du télétravail, ça a été cadré. Dans l'accord qu'on a signé, tout est cadré. Le temps de travail, la rémunération, le matériel, le CV, tout a été cadré, c'est pour ça qu'on a signé. Après, ça reste quand même au niveau de mon périmètre très, on va dire, pas trop utilisé, c'est aux alentours de 10% des salariés qui l'utilisent, avec un cadrage maximum 2 jours et demi par semaine, avec une possibilité de revenir à la normale à tout moment. Enfin voilà, tout ce qu'on a peur qu'il va se passer malheureusement dans le privé et qui se passe déjà, au niveau de l'étatique, on a réussi à le cadrer, mais ça a été cadré sur les revendications CGT. Les réunions ont duré pendant quasiment un an, et on l'a signé parce que quasiment toutes les, on va dire 98% de ce que la CGT demandait, jusqu'au défraiement, bon, même si le défraiement pour nous il n'est pas à la hauteur, mais en tout cas il existe, alors qu'au départ il n'était pas, de 2 € par journée de télétravail, avec un plafond à 200 € à l'année. Mais il faut savoir que quand un agent est en télétravail, tout le matériel lui est donné par l'État. Ça aussi, c'est à préciser. Il ne travaille pas avec son matériel perso, hormis quand il est chez lui, c'est sur le courant, la lumière et tout ça. Le point qui me pose question, c'est justement la question en finir avec le salariat. Et si je m'en souviens des anciens cours
marxiste et autres, qui est donc que le salarié c'est la force productive et que l'accumulation du capital se fait sur le dos des salariés, hein, je me dis, je me pose la question à savoir, est-ce que la fin du salariat ne serait pas l'opportunité de repartir sur quelque chose de différent? Et donc, est-ce qu'on pourrait réfléchir sur un autre mode de production et de fonctionnement, de distribution, autre que celui capitalistique, donc fondé sur effectivement le salariat et l'opposition salariat-capital, qu'il soit financier ou maintenant, oui, financier maintenant et plus celui du 19e siècle qu'on a connu. Donc, est-ce que la tournure que prennent les événements en ce moment ne pourrait pas être finalement favorable à l'émergence d'un autre mode de production et de répartition de richesses sur cette planète qui est exsangue? Je remercie André et Alain pour les interventions qu'ils ont faites. Et pour moi, je partirai d'abord de celle d'André, parce qu'effectivement, mieux apprécier les évolutions du capital, toutes les crises qu'il a traversées et ces évolutions, pour moi, ça ne doit pas nous amener à nous recroqueviller sur nous-mêmes en nous disant putain, ça arrive, ça va nous tomber dessus et ça nous tombe dessus, il ne peut rien y faire, mais bien partir de la nouvelle réalité pour voir comment, d'abord quel type de propositions pouvons-nous faire pour que le progrès scientifique, technologique, etc., devienne un progrès humain. Pour les cours. Parce que moi je me souviens, on parle de télétravail là, mais moi je me souviens quand a été introduit dans les secteurs, non pas le télétravail, mais les horaires variables. Ça a été à ce moment-là de la situation, du contexte économique et de ce qu'est le capital, de ce qu'était le capital à ce moment-là, une des réponses qui était apportée pour ses propres débouchés de rentabilité financière. Je viens sur le salariat. Moi, je pense que c'est une question... D'ailleurs, je crois que la CGT, elle a développé l'idée du nouveau travail, du nouveau statut du travail salarié. Et je pense que c'est une question qu'il faut remettre au goût du jour, non pas pour l'asséner là et le dire en termes de slogan, mais retravailler l'idée. Ça veut dire quoi? Oui, la technologie, les technologies doivent permettre aux salariés de travailler moins et d'être mieux rémunérés. Doivent permettre aux retraités d'avoir une bonne retraite. Et donc, moi, j'en ai pas peur des nouvelles technologies. Moi, j'en ai pas peur. À condition que, c'est Alain qui le disait, qui détient à quoi servent-elles. Aujourd'hui, il existe déjà des entreprises où les robots travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Hein. Il n'y a aucune cotisation sociale sur les robots. Donc ça existe déjà. La question, c'est comment la valeur ajoutée qui est créée par les nouvelles technologies profite aux salariés. Ça pose la question, à mon sens, de la place du travail dans la société. Je n'ai pas dit du salarié, je dis du travail dans la société. Comment on situe le travail? Ça pose la question tout à l'heure, je crois que c'est Alain qui disait la question du revenu universel. Bon, tu l'as dit, non pas en prônant le revenu universel, mais en disant selon comment on fait, il appartiendra à l'État d'assumer
la question est plus aux entreprises. Ça, c'est un aspect. Donc la question du travail dans la société, elle me semble être essentielle. La question de sortir du lien de subordination qui existe entre les salariés et l'employeur, quel qu'il soit, c'est une vraie question aussi. Qu'est-ce qu'on veut en fin de compte? Que la vie privée et la vie du travail se conjuguent, qu'elles soient... C'était ça, hein. Toute la question de l'UGIT que tu signales, la déconnexion au départ, c'était sortir, avoir du temps pour soi. Enfin, il faut réaliser ce qu'on est en train de dire. C'est que, voilà, et moi, la SNCF, le télétravail tel qu'il avait été monté dans l'entreprise, c'était pas le télétravail que je connais aujourd'hui, enfin qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'est un télétravail qui était réservé d'abord à une partie de l'encadrement. Hein. D'abord, on avait séparé l'encadrement dirigeant et technique, et puis de l'encadrement, ils pouvaient aller chez eux le vendredi avec un certain nombre de documents pour travailler de chez eux, mais ils n'étaient pas contrôlés. Faire entrer le contrôle, c'est-à-dire le lien de subordination dans ta maison, c'est pas anodin. Moi, je pense que c'est loin d'être anodin. Hein. Et les salariés qui y voient une opportunité parce qu'ils sont dans une souffrance terrible dans les entreprises et que le travail, toute la critique qu'on porte sur le travail a été saisie parce que c'était pour sortir de l'entreprise. Effectivement, c'était pour souffler. Voilà. Mais ça, on a du mal à le maîtriser, quoi. Voilà, on a du mal à analyser. Et le salariat, lui, qui décrypte pas, mais enfin, il y a quand même des micro-résistances. Il y a quand même à la Guadeloupe qui est dans l'action. Il y a eu quand même des mouvements de contestation puissants qui rejettent le système quand même. Enfin, on sort de la COP26, il y a eu des grandes manifestations. Alors à Toulon, il n'y en a peut-être pas, mais peut-être pas. Il ne faut pas regarder par le prisme de la lorgnette sur le territoire, mais regarder par le prisme de ce qui se fait dans les autres villes ou dans les autres pays ou dans les autres... voilà, il se passe des choses quand même. Tout à l'heure, le copain il dit il y a des syndicats collaboratifs, machin bidule, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que dans l'idéologie, dans la bataille des idées, il montre que le capitalisme est indépassable. Voilà, c'est de ça. Or, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut réaffirmer qu'il y a une contre-société sans capitalisme. Et qu'il faut sortir du capitalisme parce que sinon, effectivement, on va à notre perte. Hein, voilà, donc ça veut dire qu'il faut sortir du système. Si on veut préserver la nature, si on veut préserver le développement du... Si on veut pas... j'enlève le développement durable, mais si on veut effectivement produire localement, il faut se réinterroger sur ce qu'on veut produire. Parce que si c'est effectivement... reprendre les usines qu'on a envoyées en Chine pour reproduire la même merde qu'ils nous produisent en Chine, moi je considère qu'on n'a pas gagné contre le capitalisme. Hein. Parce que le capitalisme, c'est le produit qui va te vendre, donc qui est complètement lié, comme tu l'as rappelé, à la consommation, quoi. Donc porte la question de la productivité et de la croissance. Et donc, dans ce cadre-là, comment les fruits de la productivité sont restitués, sont redistribués à travers le salariat. Et Alain, il dit un truc juste, il dit, enfin je trouve, il dit la réduction de temps de travail, c'est pas 32 heures, ça devrait être 25 heures ou 24 heures ou 20 heures, par rapport aux milliards qui sont engrangés. Voilà, moi, à mon avis, une question se pose. Que les travailleurs, les salariés, la population appréhendent l'intelligence artificielle et ses méfaits actuels sur le salariat comme une fatalité. Et le patronat va s'employer à le dire, à le faire entrer dans les consciences. Dire automatiquement, le développement de l'intelligence artificielle va conduire à une diminution importante du salariat. Et ça, c'est un danger très important, me semble-t-il, sur lequel le mouvement de classe, politique ou syndical, doit mener une grande campagne dans le sens de, par rapport à ce qu'on dit André et Alain, démontrer que ça existe, que ce serait idiot de dire il faut s'y opposer à l'intelligence artificielle, mais faire avancer, comme ça a été dit,
les propositions qui montrent qu'il y a des choses à faire. Je ne reviens pas, ça a été dit, mais notamment l'idée de la réduction du temps de travail. Importante. Peut-être pas se limiter aux 35 heures, aux 32 heures, aller plus loin. La participation des salariés à la gestion des entreprises. Très important, actuellement, les salariés ou leurs organisations syndicales n'ont pratiquement aucun pouvoir dans la conduite des affaires de l'entreprise. Or, ça c'est quelque chose à conquérir et c'est urgent. Voilà. Moi, je pense que donc, on a les organisations CGT sur le terrain syndical ont vraiment à prendre en charge cette question du développement intensif de l'intelligence artificielle, en discuter avec les travailleurs de l'entreprise pour débattre et tracer des lignes revendicatives pour combattre justement la politique du capital qui est mise en œuvre et qui peut conduire, si on n'y prend pas garde, effectivement, à la disparition du salariat tout entier. Je voulais remercier quand même les deux messieurs de la qualité de leur intervention parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses intéressantes, notamment sur les revendications de la CGT par rapport à l'intelligence artificielle, notamment sur toutes les propositions qui ont été faites, sur la réglementation pour protéger les libertés, sur créer un service public de l'intelligence artificielle, et surtout que tous les revenus liés à la productivité de l'IA soient reversés, soit sur les salaires, la formation, différents éléments de la protection sociale, et surtout contribuent à la diminution du travail. Et aussi l'idée de créer la nouvelle filière en France qui fabriquait tous les composants liés à l'IA. Donc des propositions, il y en a quand même eu. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que nous, à Pôle emploi, aujourd'hui, ils ont bien observé les conseillers. Et aujourd'hui, on est confronté à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on reçoit les personnes, on doit remplir les cases. Et en fonction, ça nous dit quelles prestations leur proposer. Sauf que, c'est pas encore au top, et que ce dont je m'aperçois, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer, c'est que tant qu'il y a intervention humaine et remplir des algorithmes, aujourd'hui on s'aperçoit quand même que le personnel détourne, parce qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est détourné par les conseillers pour obtenir le résultat qu'ils veulent eux, quand ils remplissent. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport au télétravail, donc à Pôle emploi, il y avait très peu de gens qui étaient en télétravail, genre avant le Covid, le télétravail était réservé aux élus en qui on avait totale confiance parce qu'on ne peut pas les surveiller, alors qu'on sait très bien qu'ils ont, dès qu'on est en télétravail et qu'on passe par Internet, ils peuvent tout contrôler, nos temps de travail, nos prescriptions, le temps qu'on passe sur les appels téléphoniques, vraiment tout est contrôlé. Avec le Covid, urgence, donc en 3 mois, on s'est retrouvés tous avec un ordinateur portable et le télétravail a été généralisé. Aujourd'hui, il va être généralisé. Nous, ce qui nous fait peur, c'est les économies d'échelle, c'est-à-dire regroupement de sites très certainement. Sauf que la difficulté à laquelle on est confronté, nous, sur le terrain, c'est que les personnels prennent le télétravail par rapport aux pressions sur les sites, par rapport à la hiérarchie, prennent le télétravail un peu comme un moyen de se protéger. Donc c'est là que c'est assez difficile de voir un peu ce qui est acceptable et pas, parce que si on voit qu'aujourd'hui la majorité des personnels demandent 2 jours de télétravail à minima, et ce qui va permettre des regroupements de sites et des choses comme ça. Et en plus, par rapport à l'accompagnement des personnes en grande difficulté, je reste pas persuadée que le télétravail soit une des solutions.
j'apprécie énormément l'extraordinaire travail que fait maintenant depuis plusieurs années l'IHS-CGT 83, l'implication d'un certain nombre de ses camarades qui nous présentent régulièrement des exposés avec une extraordinaire force de vulgarisation. Je tiens à le souligner, ça, parce que justement, on veut s'adresser au plus grand nombre, disons, de personnes, pour faire grandir la conscience, pour arriver à comprendre où veut aller le capital, vers quel chemin nous mène-t-il. Son intrusion dans la vie privée au travers du télétravail et grâce à l'opportunité, je dirais, du Covid-19. C'est en soi pas une nouveauté. Le capital a toujours essayé cela. Au XIXe siècle, quand certaines grandes entreprises, que ce soit les mineurs, que ce soit les cristalleries, qui logent leurs salariés, qui les payent même avec une monnaie spécifique, je dirais, à l'entreprise. Parce que les mêmes salariés vont acheter dans les épiceries du patron, dans les commerces du patron. C'est-à-dire que ce qui donne d'un côté, il le reprend effectivement de l'autre, à son grand donc, bénéfice. Donc le capital de tout temps a fait preuve d'extraordinaire imagination pour asservir le salarié. Voilà. Alors, fondamentalement, la stratégie est inchangée. Je vais employer une formule que tout le monde connaît. Son but, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le capital qui est jamais resté l'arme au pied, lui, n'a jamais abandonné la lutte de classe. On a eu des flottements, nous. Hein. On a eu des flottements. Parce que c'est quand même assez extraordinaire qu'il faut que ce soit un grand patron du capitalisme américain qui explique que la lutte de classe, ça existe et que lui, il la gagne tous les jours. Voilà. Donc ça peut peut-être là aussi nous conduire à notre propre réflexion dans la CGT sur tout l'intérêt que nous avons à continuer à avoir des analyses qui se fassent sur la base, disons, d'une perception de l'organisation de la société en classe antagoniste et de la nécessité de combattre le capital en tant qu'organisation syndicale. Parce qu'effectivement, la disparition du salariat, mais attendez, pourquoi pas la disparition du salariat? Mais là, la disparition telle que nous la préparons, c'est celle qui est concoctée par le capitalisme. Et oui, celle que nous voudrions, nous, de disparition du salariat, elle passe par la disparition du capitalisme. Ma carrière, en fait, si je peux appeler ça comme ça, c'était surtout dans la recherche, c'est-à-dire savoir comment améliorer le service public, puisque j'étais dans une entreprise de service public. Et ce que j'ai pu constater progressivement, c'est que la réflexion qui était dirigée vers l'usager, progressivement, au fil des années, j'ai vu qu'elle se déplaçait et qu'on était plus en train de se dire, enfin, on avait des consignes de dire, regardez plutôt les catalogues des industriels et arrêtez de penser à mieux. Et je crois que ce qu'on voit dans le monde, justement, actuellement, c'est que la privatisation nous amène pas au meilleur, puisque l'objectif, c'est de favoriser le profit des entreprises privées. Et donc, ce que je pense, ce qui manque un peu dans la réflexion, c'est comment réfléchir autrement, ou comment faire en sorte que la société, où il y a du privé et il y a du public, réfléchisse autrement, de telle manière que les objectifs soient plus du bénéfice, mais plutôt comment vivre mieux. Et puis en parallèle, alors ça c'était dans le cadre de la recherche industrielle, mais dans la recherche philosophique, c'est la même chose. Et je pense qu'il faut aussi parler des modes de communication qui en ce moment vont complètement vers la privatisation. Et donc il n'y a qu'un seul message qu'on entend, c'est le message du capitalisme. Et il faut, dans notre réflexion,
penser aussi en termes d'outils, c'est-à-dire outils de réflexion, outils de communication, et pas seulement vers quelle société aller. Bien que les choses, à mon avis, soient assez étroitement liées. Merci. Pour reparler au niveau du télétravail dans notre profession, on a connu ça avec la crise Covid, en faisant l'école à la maison. Même si au niveau du télétravail, on connaît ça depuis des années, depuis toujours, quand on prépare les cours. Et depuis le Covid, on a gagné 100 € par an. C'est 100 € brut pour l'achat de l'ordinateur, pour le chauffage, l'eau, le papier, etc., toute autre consommation, pour préparer nos cours. Voilà, 100 € brut par an. C'est ce qu'on a gagné à peu près. Donc le fait de travailler à la maison, on voit bien qu'il y a un empiètement sur la vie personnelle. On vient avec nos affaires de travail sur la maison, etc. Enfin bon, il faut un quart, voire un peu plus selon la taille du logement qui est consacré à la vie professionnelle. Voilà, c'est toute la porosité, les horaires, le week-end, tout est complètement délié. C'est un vrai danger. C'est ce que ressentent des fois certains collègues. C'est ce que peuvent ressentir aussi les membres de la famille, il y a des enfants, les conjoints, suite à de nombreux témoignages de collègues. C'est évident qu'il y a une certaine souffrance par rapport à ça. Après, je voulais intervenir aussi concernant l'intelligence artificielle dans l'éducation. Ça mérite, je pense, nous, qu'on approfondisse vraiment notre analyse par rapport à notre métier, jusqu'où ça peut aller et quel peut être son impact sur la profession, sur nos pratiques, sur la façon de mener des politiques d'éducation. Voilà, ça mérite vraiment qu'on approfondisse le sujet. Et pour rappeler aussi que depuis quelques années, dès l'élémentaire, on peut enseigner le codage informatique aux enfants. Donc voilà comment les capitalistes réussissent aussi à rentrer dans les programmes de l'éducation. Voilà, et c'est vraiment encouragé. Marx disait que le capitalisme produit le machinisme et l'argent. Mais aujourd'hui, on remplace machinisme par économie numérique, par intelligence artificielle. Et bon, moi, je suis contente d'avoir appris tout ce qui a été expliqué. Mais le fond du problème, il est toujours le même, c'est-à-dire l'expropriation du capital. Et moi, quand j'entends parler d'abolition du salariat, mais dans la charte d'Amiens, il me semble, on parlait de l'abolition du salariat et du patronat. Donc, pour moi, le problème, j'apprécie l'intervention que le camarade a faite tout à l'heure. Le problème, il faut là se poser les moyens. Parce qu'on voit tous qu'on est dans une situation extrêmement grave. On a tous différents chemins possibles pour arriver, peut-être. Mais en tout cas, je crois qu'on se rend tous compte que la prochaine période électorale qui s'ouvre n'apporte aucune solution. On se rend bien compte qu'il n'y a pas de solution. Et je voudrais simplement terminer, donc très brièvement. On a fêté cette année les 150 ans de la Commune, et à propos de Marx, je voudrais citer la phrase que Marx avait dit, « La forme enfin trouvée par rapport à l'État ». Or, à l'heure d'aujourd'hui, l'État commun que nous avons, enfin en France et dans tout le pays, c'est l'État de la bourgeoisie. La Ve République, c'est l'État de la bourgeoisie. Et la preuve a été faite que malheureusement, même quand c'est la gauche qui a pris les rênes, eh ben... Voilà, tant qu'on n'expropriera pas le capital, qu'on ne posera pas le problème de revenir aux fondamentaux de Marx qui ont été cités, je pense qu'on a du souci à se faire. Marc Louis, secrétaire général de l'UL-CGT de la Seine. Voilà, il y a quelques jours, dans le cadre de la campagne salaire, sur l'Union locale, on a fait une affiche
où il y avait en gros, il y avait on sait pas de dire, un patron, un gros patron, avec un cigare et puis des billets. Et en haut, on avait marqué « Qui crée les richesses ?» Et il répondait « Pas moi ». Et en bas, on avait marqué « Augmenter les salaires ». Sous-entendu, c'est les salariés qui créent les richesses. Moi, je voudrais savoir si cette phrase-là, on pourra encore la dire dans quelques années. Et si ce n'est pas déjà le cas dans certains secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on a remplacé effectivement l'activité des salariés, ce qui n'empêche pas de créer des richesses. Voilà. Et si c'est ça la finalité, au bout du bout, est-ce que c'est pas quand même un danger pour le capital, puisque s'il n'y a plus de rémunération suffisante pour faire tourner le système de consommation notamment, est-ce que c'est pas un danger pour le capital? Voilà. Et est-ce qu'on a également, c'est une question à cette fois, est-ce qu'on a déjà une idée, au moins dans certains secteurs d'activité, de la menace en termes de volume d'emploi qui pèse sur les secteurs? Parce que Céline en a parlé tout à l'heure, et ne savait même plus d'ailleurs comment formuler sa question finalement. Qui fait le boulot, quoi. Voilà, à un moment donné, qui fait le boulot. Le Front Populaire l'a réduit à 40 heures. Et en 68, Georges Segui, qui a créé l'IHS, a finalement battu les intérêts du grand capital par des augmentations salariales de 7 à 35% à l'Arsenal. Donc, la lutte de masse, à travers les organisations syndicales, accomplit des progrès extrêmement importants pour la classe ouvrière. Jeunes, on disait déjà, attention, si ça diminue le salaire horaire, le temps de travail, ça dégage un temps libre de loisirs, et à partir de ce temps libre de loisirs, on va créer un quatrième secteur qui sera le secteur quaternaire. Or, qu'est-ce qui se passe dans le sud où on vit? On n'est pas comme grâce aux salariés de la Ruhr à 28 heures. IG Metall, 28 heures, 4,5% d'augmentation face au patronat. Non, on n'est pas encore là aux 28 heures, mais il y a un temps de travail qui, fort heureusement, est devenu un temps de loisir que récupèrent des organisations patronales pour l'hédonisme. Alors notre Sud, Bruxelles a accentué le phénomène, fermeture des chantiers navals, et comme pour Meyer l'autre jour, il y a une maison d'enfants en difficulté, l'hôtellerie ou la restauration ou Dieu sait quoi, comme c'est au bord de mer avec vue imprenable, veut mettre la main dessus. Et quand on va de Marseille à Menton, on a cette espèce de société qui se met en place où seul le tourisme, avec tourisme maritime et naturellement section aérienne pour déplacement des gens, s'est mis en place par rapport aux industries, disons, de main-d'œuvre à grand pouvoir peuplant qui ont cédé la place à cet hédonisme construit, bâti et programmé par le capital. Alors un secteur tertiaire qui se met en place est entièrement programmé par les autres et naturellement avec lui se met en place des éléments politiques qui le servent, qui font appel aux partis de droite et avec la pire droite qui soit, c'est-à-dire l'autoritarisme et le renforcement des intérêts patronaux par rapport à ceux du plus grand nombre, c'est-à-dire de la classe ouvrière. On voudrait un secteur quaternaire qui ressemble finalement à ce qui avait été créé à la Libération, à EDF, à la SNCF, pour permettre aux enfants de venir sur les bords de mer et de profiter de la nature telle qu'elle était à ce moment-là, pour qu'elle ne soit pas réservée dans des spéculations immobilières éhontées
à ceux qui payaient l'ISF, je ne les citerai pas, entre Cannes, Nice et Cassis. Ce qu'on a essayé de montrer dans cette conférence, c'est qu'on inscrit ces questions des mutations technologiques et des transformations du travail dans la crise du système capitaliste. On ne fait pas comme si nous n'étions pas en crise, nous sommes dans une crise du système capitaliste qui est d'une ampleur d'ailleurs inégalée. Une crise qui n'est pas soldée depuis 2008. Donc si elle n'est pas soldée, j'ai essayé de montrer historiquement comment se soldaient les crises. Ben, elles se soldaient toujours par la guerre. L'histoire nous le montre. Et la fascisation du système. Or, depuis 2008, les ruses du système capitaliste ont fait qu'il s'est donné du temps, mais il s'est donné du temps, mais sur le dos d'autres travailleurs que ceux des pays industrialisés. Il faut savoir que la misère n'a jamais été aussi grande dans le monde, que des travailleurs n'ont jamais été aussi contraints qu'aujourd'hui. Souvenez-vous au Bangladesh, hein, les 2 usines qui ont brûlé avec les milliers de salariés à l'intérieur. Bon, donc, tout ça, il faut le prendre en considération. Nous sommes dans une situation de crise et on ne sait pas si le rapport de force permettra qu'on évite encore une fois d'aller vers la fascisation et la guerre. Parce que la problématique, elle se pose en ces termes. Donc ça, c'est la première chose. Donc, nous sommes dans une crise. Les mutations et les transformations du travail qu'on discute, elles se passent à l'intérieur de cette crise et nous devons le prendre en considération. Deuxièmement, revenir sur Marx me paraît fondamental. Parce que la baisse tendancielle du taux de profit, c'est bien la problématique numéro 1 du système. On a vu que toutes les ruses qu'il s'est données, il a gagné du temps, parfois, bon, ça n'a pas été très loin, hein, parce que la crise la guerre de 14, c'est la crise à la fois de 1896 et de 1929. Ouais. Bon, donc, chaque fois, il essaye de trouver des moyens, je dirais, de pallier à cette contradiction fondamentale, qui est toujours là. Hein. Aujourd'hui, on croit que tout va bien. Il faut savoir que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le capitalisme a fait des prêts négatifs. Si on y réfléchit, ça veut quand même bien dire quelque chose. C'est totalement contre-intuitif d'imaginer que le capitalisme puisse faire des crédits négatifs. S'il fait des crédits négatifs, c'est qu'il y a trop de liquidités, il y a trop d'argent. Vous voyez, donc, quand on regarde ces questions, je veux dire, dans le détail, on s'aperçoit que c'est fondamental. Alors, pourquoi on en est là? Parce que cette confrontation entre le capital et le travail, elle a toujours été là. On pourrait même dire, depuis que la civilisation marchande existe, le capitalisme n'étant qu'une forme exacerbée de cette civilisation marchande. Hein? Et pourtant, le rapport de force aujourd'hui, force est de constater qu'il est moins important que ce qu'il a été à une certaine période, mais une certaine période où il y avait quand même une conjoncture. Le rapport de force a pu se construire en France d'une manière plus forte en France et dans les autres pays industrialisés et à travers le monde, parce que aussi, hein, il y a eu les libérations nationales dans les colonies, etc. Il y a eu des mouvements qui se sont produits, etc. Bon. Mais ce rapport de force, donc, il s'est passé après la guerre. Et ce rapport de force nous a permis quand même d'engranger un certain nombre d'acquis sociaux, de conquis sociaux, qui sont assez considérables d'ailleurs. La sécurité sociale, les services publics, EDF, la SNCF, etc., etc., le service public de recherche. Aujourd'hui, faisons la liste de tout ce qui a été acquis après 1945. Où on en est? Où on en est? Vous voyez, donc, ça c'est une question. Et si on a reculé, c'est que le rapport de force, eh bien, on n'a pas réussi à l'imposer d'une certaine manière. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi le capitalisme progresse et se permet d'avoir un rapport de force qui apparemment lui est positif. Pour autant, même si ce rapport de force est différent aujourd'hui,
les contradictions fondamentales du système capitaliste, elles n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes. Elles sont là. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer dans mon diaporama, c'est ce mouvement général. C'est ce mouvement général. Alors bon, on arrive à une étape, effectivement, où là, le capitalisme, parce qu'il a toujours progressé aussi de manière contradictoire, mais toujours en s'appuyant sur la technologie. Depuis la première révolution industrielle jusqu'à la 4e révolution technologique d'aujourd'hui, le capitalisme s'est toujours appuyé dessus. Et c'est lui qui a donné le ton la plupart du temps. Nous n'avons pas pu, dans le rapport de force qu'on a construit, même à la libération, nous n'avons pas pu intervenir sur, d'une part, la façon de produire, et surtout, qu'est-ce qu'on produit pour satisfaire quel besoin. Ça, c'est fondamental. On n'a jamais atteint un niveau de rapport de force qui permette d'imposer, finalement, la production des besoins tels que les travailleurs pourraient le définir. On n'est jamais arrivé à ce niveau. Or, c'est fondamental. C'est fondamental. Et justement, je pense qu'avec la crise environnementale, la crise écologique, il y a là peut-être un moyen de poser d'une autre manière la question de la production pour satisfaire quel besoin. Parce qu'on va la rattacher aux questions écologiques, aux questions environnementales. Les gens voient bien qu'on va dans le mur. On ne peut plus continuer à produire comme on produit, ce que j'appelle la marchandisation déchaînée, parce que c'est la double peine pour les travailleurs. D'une part parce qu'ils sont exploités, les salaires n'ont jamais été au plus bas, les travailleurs sont sur des petits jobs, le vacatariat, la précarité, elle ne fait qu'augmenter, etc. etc. Hein? Mais pour autant, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, parce que les travailleurs ne sont pas en capacité de dire ce qu'il faut produire. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau encore. Or, comment on peut y arriver? On peut y arriver d'abord en essayant de reconquérir une conscience de classe parmi les travailleurs. Le camarade de l'Arsenal disait à juste titre qu'à son époque, quand il est rentré dans la boîte, il n'avait pas besoin de faire une éducation, je dirais, aux connaissances du droit social, du droit du travail, etc. C'était déjà acquis, d'une certaine manière, par le cursus scolaire. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et non seulement c'est plus possible, mais c'est que, osons le dire, le capitalisme, il a gagné dans la conscience des travailleurs. Il faut savoir le reconnaître à un moment donné, cette réalité. Parce que cette réalité, elle est là. Si cette réalité n'était pas là, on aurait notre rapport de force et on ne serait pas en train de se poser les questions qu'on se pose. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens d'agir. Et alors là, pour te répondre, Hervé, tu m'étonnes de m'avoir posé cette question parce que j'ai écrit justement un bouquin à la demande d'Indecosa qui s'appelle « Nouveau mode de consommation », e-commerce et contre-culture sociale. La contre-culture sociale, c'est un moyen justement d'aller dans une nouvelle dynamique de production. Bon, et ça se fait. Il y a des entreprises autogérées. J'ai appris ce matin avec beaucoup de satisfaction que la Scopti, pour la première fois, a dégagé des bénéfices. Vous voyez, bon. Alors, donc, il y a des possibilités. Mais bon, on est dans ce système de contradiction où on doit observer que le rapport de force, il n'est pas vraiment en notre faveur aujourd'hui. Sinon, on n'aurait pas des gars comme Zemmour. On ne se poserait pas la question de savoir si Marine Le Pen arriverait au deuxième tour. Vous comprenez? Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire un dessin là-dessus. Donc ce rapport de force, il faut essayer de le reconstruire, mais pour le reconstruire, il faut bien comprendre le mouvement de la crise du système capitaliste. On n'est pas à côté des choses. La camarade de l'Éducation nationale disait, elle se posait, à moins que j'ai mal compris la question, mais elle disait, bon, peut-être que c'est peut-être pas le langage qu'on pourrait tenir ex abrupto avec des syndiqués. C'est vrai, il faut peut-être le faire avec une certaine pédagogie, mais il n'empêche que c'est fondamental que les travailleurs, les salariés, quels qu'ils soient, comprennent dans quel système ils évoluent. Et pourquoi il y a une crise du système capitaliste? C'est fondamental. Donc, pour essayer de reconquérir les consciences des travailleurs, il faut en passer par là, donc peut-être par des bases théoriques qui peuvent peut-être paraître un peu
difficile, mais je ne vois pas comment on y échapperait, parce que cette contradiction fondamentale entre le capital et le travail, elle n'a pas changé. Enfin, une dernière chose, c'est sur l'intelligence artificielle. Parce que ça pose un sacré problème quand on y réfléchit. Puisque le capital ne peut exister et se pérenniser qu'à travers, finalement, la plus-value dégagée par les salariés. Alors comment on peut imaginer un système dans lequel, grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr il faudra les construire ces robots, ils ne se feront pas tout seuls. Hein, mais vous voyez, c'est plus, comment je pourrais dire, c'est plus un travail salarié de masse. Hein, aujourd'hui, pour fabriquer un robot, il faut de l'intelligence, du savoir, mais il ne faut pas des millions et des millions de personnes. Vous voyez, on réduit singulièrement la proportion de ceux qui vont réfléchir. On a toujours cru à la CGT, on a raison d'y croire, que les technologies nouvelles, finalement, ça n'impacte. Je sais, moi, j'étais au comité régional en 1981 jusqu'à 1988, je sais très bien comment parler. Les technologies nouvelles, pour nous, c'était le progrès technique qui nous aurait permis d'arriver à une certaine émancipation des travailleurs. Mais oui, c'est toujours vrai, mais à condition, comme le disait Alain dans son intervention, qu'on en soit maître. Or, on n'en est absolument pas maître aujourd'hui. D'une part, parce que ceux qui fabriquent justement ces outils informatiques sont pour la plupart des cadres supérieurs et beaucoup de chercheurs, et ils ne sont pas forcément en désaccord fondamental avec la société de marché et le système capitaliste, parce que ça aussi, il faut le dire. Si on est dans cette situation, c'est que quelque part, je ne dis pas la majorité, mais une grande partie des salariés, là j'élargis, hein, depuis l'ouvrier de base jusqu'aux chercheurs de haut niveau, ben, dans cette masse-là, il y a quand même une grande proportion qui est acquise à l'idée ce que finalement le philosophe Michel Cruz-Clar avait appelé le capitalisme de la séduction. Il a réussi d'une certaine manière son coup. Les gens ne sont pas forcément anti-marché. Vous voyez, donc, c'est pas facile de construire des revendications dans un système aussi compliqué. Et enfin, dernière chose, l'intelligence artificielle, cette contradiction, est-ce qu'elle va continuer à exister? Est-ce qu'on pourra avoir une société avec un travail vivant qui sera construit par une minorité de personnes à haut niveau de qualification, et finalement des robots qui seront capables, comme je l'ai dit, de faire un travail de A à Z sans aucune intervention humaine? Et c'est ça la vraie question. Pour autant, je crois que là, le capitalisme, il atteint la contradiction maximum, je crois. Oui, mais ça, il atteint la contradiction maximum. Alors comment il essaye de gérer ça? Je vais essayer de le montrer. Le secteur du quaternaire, personne n'en parle, quasiment. Il y a des millions de personnes déjà qui sont là-dedans. C'est le secteur collaboratif, pour l'essentiel, qui gère ça. L'ubérisation n'étant qu'une partie de ce secteur. C'est considérable. Vous avez vu l'INSEE, qui font du travail prospectif, dit que ça va représenter, ça pourrait représenter, si c'était monétisé, définitivement, 800 milliards d'euros, soit un quart du PIB national. C'est considérable. C'est déjà là. Ça, c'est pas des trucs pour demain. Discuter avec des salariés dans l'entreprise, qui est au courant du secteur du quaternaire, honnêtement? Est-ce qu'on en parle? Le revenu universel. Donc, vous voyez, donc, ça c'est un moyen, parce que le capitalisme a bien compris qu'il allait se trouver devant une situation insoutenable, parce que l'accélération des technologies nouvelles et de l'intelligence artificielle, d'ailleurs il y a un copain qui a posé la question, je ne me sais plus lequel, combien de pourcents? 30% aujourd'hui. 30% d'emplois supprimés, je dirais à cause de la gestion capitalistique des technologies nouvelles, voilà, c'est 30% de moins. Et le reste du travail, alors comment il se volatilise ce travail? Ben, il se volatilise par la précarité du travail, les petits jobs, le secteur du quaternaire, le revenu universel, parce qu'il est déjà là. Hein. Vous savez, Macron, il a harmonisé finalement tous les petits revenus, et finalement, dans la campagne, ça va ressortir. Donc, ça avait été repris par le socialiste
comment il s'appelait, Hamon, Benoît Hamon. Mais c'est vraiment un piège à con inouï, ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'avec 800 € par mois, c'est à peu près, je suis allé regarder, c'est à peu près à ce niveau qu'ils pensent pouvoir rémunérer, entre guillemets, uniquement sur notre argent, hein, l'argent de l'État. Hein, rémunérer pour éviter justement une explosion sociale trop grande. C'est ça le problème. Parce que ça s'accélère à telle vitesse, lorsqu'on nous dit qu'il y a 3 millions de chômeurs, j'ai eu l'occasion de le dire à la conférence de presse, c'est vrai et totalement faux à la fois, parce que les 7 millions de personnes qui sont en précarité, on ne les compte pas, mais eux, ils sont déjà d'une certaine manière un peu sortis du salariat normal. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. C'est pas une petite affaire. Voilà. Donc, mais moi je suis quand même confiant parce que la contradiction, les faits sont têtus. La contradiction fondamentale, elle est là. Le capitalisme, il n'est pas à la joie en ce moment. Hein? D'abord parce qu'il est fort probable que nous ayons encore une crise financière encore plus grave que celle de 2008. Et là, bon, les liquidités, bon, la Banque centrale européenne, ils fabriquent des billets, là, ils en ont fabriqué en quantité, parce que tous ces milliards qu'ils ont donnés aux entreprises, hein, et il faut bien les sortir à un moment donné. Bon, c'est la dette qui s'accroît, mais à un moment donné, il y a la couverture qui doit s'effectuer, parce qu'il n'y a plus de réserve or, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner la planche à billets. Mais à un moment donné, il va y avoir une contradiction tellement grande que ça va exploser. Vous voyez? Donc, moi je suis de ceux qui pensent que nous sommes au bord d'une nouvelle crise financière. Très grave. Et les États n'auront plus les moyens de compenser comme ils l'ont fait en 2008. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'appuient sur le néofascisme. Le néofascisme, c'est un moyen pour eux d'essayer de se sortir de la crise s'ils n'y arrivent pas d'une autre manière. Je ne suis pas en train de dire que le capitalisme joue toujours pour la guerre. S'il peut l'éviter, il l'évite. Je suis persuadé qu'il... Parce que les dégâts, c'est aussi pour eux. Hein. Ce sera aussi pour eux. Donc, s'il peut l'éviter, il l'évitera. Mais je pense quand même que si à un moment donné, ils ne peuvent pas l'éviter, ben, il y aura les régimes autoritaires qui pourront mettre en œuvre un certain nombre de ressources. Donc, il ne tient qu'à nous, aux travailleurs, d'essayer de réfléchir à tout ça et syndicalement de poser les bonnes questions pour essayer d'avancer. Je voudrais vous dire, mes camarades, que quand il y a quelques mois, nous avons réfléchi au sein de l'Institut à bâtir cette conférence, crise du capitalisme, crise au pluriel, transformation du travail, transformation au pluriel, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup élaboré, parce que franchement, qu'un institut d'histoire sociale de la CGT organise une conférence sur ce sujet, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et il nous a semblé, nous, justement intéressant de faire le lien entre les crises du capitalisme, la révolution et les mutations du travail en cours, parce que pour comprendre ce qui se passe, bah, il faut analyser l'ensemble de la situation et les profondeurs de la crise du capitalisme. Et c'est ce qui est, je crois, dans le livre que nous avons sorti. André explique très clairement qu'il y a approfondissement de la crise du capitalisme et qu'on est à un certain stade à cette époque, mais que les choses vont se développer. Et bien entendu que ces choses-là se développent dans le cadre d'une crise, effectivement d'une profondeur inégalée. J'en veux pour preuve la crise de l'impérialisme américain, l'Afghanistan, et l'incapacité aujourd'hui de l'impérialisme américain à être capable d'être le gendarme du monde partout et en même temps. Il n'en a plus la possibilité parce qu'il faut qu'il reconcentre ses forces par rapport à la bataille économique contre la Chine. Et les équilibres, la donne capitaliste issue de 1945 est remise en cause. Et ce sont des changements d'une très très grande importance. Et dans ce contexte-là, il y a des luttes dans le monde entier.
Et je crois qu'on peut saluer aujourd'hui la victoire des paysans indiens qui, après plus d'1 an de lutte extraordinaire en Inde, ont réussi à faire reculer le gouvernement et la réforme agraire va dans les tiroirs. Les paysans indiens ont fait reculer le gouvernement. Ce qui prouve bien que quand il y a construction d'un rapport de force, qu'on est capable de tenir sur des luttes dures, longues, eh bien on obtient des résultats. Et tout est question de rapport de force. Alors, dans le débat que nous avons eu, il y a une question importante qui ressort et qui nous concerne, nous, Institut d'Histoire Sociale. Beaucoup de camarades ont dit, sous des formes différentes, on fait comme on peut maintenant avec les salariés tels qu'ils sont. Et c'est vrai. On n'est plus dans les années 60, 70, 80, ou même dans le privé, les jeunes salariés rentraient dans une entreprise, ils savaient ce que c'était que la CGT, ils savaient ce que c'était un peu la lutte des classes. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Et on voit bien aujourd'hui qu'un grand nombre de jeunes syndiqués à la CGT ne connaissent pas l'histoire de la CGT et sont d'une grande faiblesse sur les questions idéologiques. Et le fait d'avoir sorti des petits livres, une collection de notre institut, avec des livres à 3 et 4 euros, qu'on écrit nous-mêmes, c'est la bataille de l'éducation populaire. C'est la bataille pour essayer de redonner de la conscience de classe parmi les salariés. Et s'il y a vraiment une question qui nous tient à cœur à l'Institut, c'est de travailler justement à aider les syndicats, à aider les militants, à s'accaparer à nouveau une vraie conscience de classe, qui fait tant défaut aujourd'hui. Et je crois qu'on s'y emploie avec la collection des petits livres. Ensuite, je crois quand même que dans la conférence, on a apporté pour la première fois des pistes nouvelles sur le terrain revendicatif. Et ces pistes-là, on les met à disposition des syndicats pour que les camarades en discutent. Ce n'est pas une recette clé en main. Parce que ce qui se passe à l'Arsenal, c'est pas ce qui se passe dans l'éducation nationale, c'est pas ce qui se passe chez Carrefour, et c'est pas ce qui se passe dans la métallurgie. Mais ces pistes-là, elles permettent aux syndicats d'organiser une réflexion avec les salariés pour qu'ils se saisissent des problèmes et qu'ils recherchent à travers ces perspectives revendicatives celles qui leur conviennent le mieux dans leur entreprise, dans la situation où ils sont. Parce que la pire des choses aujourd'hui, ça serait de ne rien faire. Il y a à la fois la réflexion, l'analyse, le débat idéologique, mais il y a la nécessité de l'action syndicale sur ces questions. Parce qu'encore une fois, le capital, il a de l'avance. Donc il faut bien avancer sur ce terrain et construire un rapport de force. Et on est dans une telle crise aujourd'hui. Et André vient de le souligner, Lénine nous l'a enseigné, l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. Et on est bien dans ce contexte-là. Et il ajoutait, l'impérialisme, c'est la réaction sur toute la ligne. Eh oui, les camarades, on le voit aujourd'hui, c'est la réaction sur toute la ligne. Et ces questions-là que l'on pose, elles doivent justement nous permettre aussi de mobiliser des jeunes salariés qui sont confrontés à ces questions. Parce que quand même, l'avenir, la lutte des classes qui va se construire moteur de l'histoire, elle ne va pas se faire avec les retraités, mais elle va se faire avec les travailleurs, avec les actifs. Et apporter ces questions qui sont les questions auxquelles ils sont confrontés, c'est leur permettre aussi, à travers notre intervention, de comprendre le rôle, la place du syndicalisme, de mesurer l'importance des propositions de la CGT pour les aider par rapport aux problèmes auxquels ils vont être confrontés. Et je pense que là, on fait modestement œuvre utile pour aider les syndiqués, pour aider les syndicats à se saisir de ces questions qui sont les questions du moment, mais qui sont aussi les questions qu'on ne peut pas éviter si on veut construire la CGT dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. Ça, c'est une question fondamentale. Alors voilà, à partir de là, je pense que c'est une conférence
intéressante, un échange de qualité qui mérite maintenant de se poursuivre dans les instances. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Il faut maintenant que cet échange, partout, on s'en empare pour que les syndicats jouent pleinement leur rôle dans la période actuelle face aux enjeux colossaux qui sont ici présents. Encore une fois, soit l'intelligence artificielle, la révolution, on la met au service des salariés, on la met au service du bien-être, on la met au service de la population, soit le capital en garde le contrôle, et nous avons du souci à nous faire pour l'avenir de la société. Donc c'est pas un petit enjeu, c'est quelque chose d'essentiel. Donc à partir de là, nous, en tant que militants de la CGT, militants de l'histoire sociale, passeurs de mémoire, on essaye de contribuer à ce que le mouvement syndical, la CGT dans son ensemble, s'empare au bon moment des bonnes questions pour pouvoir construire l'avenir. Donc je vous invite, mes camarades, à la table à regarder nos livres. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore adhérents de notre institut, on a besoin d'adhérents. On est, je dois le dire quand même, cette année, dans une année difficile, on est en progression. Et on a une progression de 15% de nos adhérents individuels, dans une année compliquée. Ce qui veut dire quand même que le travail de l'Institut, ça paie, et qu'en même temps, je pense que notre travail, il est perçu par un grand nombre de camarades comme quelque chose d'utile. Et nous, notre but, c'est d'être utile, simplement, d'être utile. Voilà. Donc je vous invite également à rejoindre notre institut, et je vous informe que la prochaine Assemblée Générale aura lieu le 9 février 2022, et bien sûr, on débattra du plan de travail pour 2022. On a déjà plein d'idées, ça ne vous inquiétez pas. On n'est pas en confinement, ni de travail, ni d'idées, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Eh bien, mes camarades, je vous remercie. Merci de votre venue, merci de la qualité du débat. Et comme d'habitude à la CGT, on continue et on lâche rien.